Dans ce chapitre, nous allons vous exposer les principales tendances, approches et modèles qui sont à la base de tout exercice pédagogique et qui conditionnent la réussite de l'acte d'apprendre. Il y a une multitude d'approches et de modèles qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Mais nous nous contenterons dans le cadre de cette formation de vous dresser les principales approches à travers une grille comparative qui vous donnera tour à tour la définition, les rôles de l'enseignant et de l'apprenant, les limites et handicaps du modèle et enfin les atouts et les apports de la méthode. À la fin de cette leçon, vous serez en mesure de distinguer entre la méthode d'apprentissage transmissif, l'approche behavioriste, le modèle constructiviste et enfin l'apprentissage socio-constructiviste. Avant d'entamer l'exploration des principales théories d'apprentissage et afin d'avoir un langage commun qui facilitera à coup sûr la compréhension de notre exposé, alors donnons une définition exacte aux termes apprendre et enseigner. Le modèle transmissif, ce courant a pour origine le modèle de communication de Shannon et Weaver, 1949, transmission télégraphique, appelé également la conception de la tête vide de l'apprenant. Ce modèle part de ces deux hypothèses suivantes. La première est la neutralité conceptuelle de l'apprenant et la seconde est la non-déformation du savoir transmis. La répartition des rôles. Le rôle de l'apprenant consiste à être attentif, à écouter et à écrire. Pas de travail de recherche. Par contre, le rôle de l'enseignant est de présenter clairement le savoir, qui doit en fait être bien structuré. En d'autres termes, le savoir est à la charge exclusive de l'enseignant et qui s'occupe de le transmettre aux apprenants. Le modèle n'intègre pas la notion de l'erreur. Les erreurs sont évitées par l'enseignant. S'il y a erreur, elle doit être soit le résultat de l'apprenant qui n'a pas été attentif, soit de l'enseignant qui a mal expliqué sa leçon. Les limites. À supposer que les apprenants soient attentifs, comme l'exige cette méthode. Malgré cela, les apprenants ne décodent pas de la même façon le message de l'enseignant. Cela provient du fait que les apprenants ont des acquis que l'enseignant ne prend pas en compte. Les apports. Les apports qu'on peut mettre au crédit de ce modèle sont les suivants. Ce courant est efficace pour enseigner un grand nombre. Il permet également de gagner du temps à court terme. Et enfin, il souligne l'importance de la structuration du message donné par l'enseignant. Approche behavioriste. Avec Skinner, le modèle behavioriste issu de la tradition philosophique empiriste, mouvement incarné par Bacon, ce modèle part de l'hypothèse qu'il n'y a pas d'idée innée naturelle. Le behaviorisme
trouve déjà écho dans les travaux d'Aristote à travers, d'une part, son éducation par l'action dont le principe est basé sur l'imitation, l'observation et l'exercice pratique, et d'autre part, son éducation par la raison dont le principe est basé sur l'observation à la recherche des causes formelles. Nous pouvons qualifier ce courant comme une rencontre ou combinaison de deux disciplines, la physiologie animale, grâce aux travaux du Russe Pavlov, et la psychologie expérimentale, grâce aux travaux de l'Américain Skinner. Appliquer le modèle behavioriste revient à s'appuyer sur les comportements observables de l'apprenant. Pour provoquer un apprentissage, on modifie le comportement de l'apprenant par un renforcement des réponses positives. Il s'agit d'une pédagogie par objectif. L'activité de l'apprenant consiste à résoudre une suite d'exercices guidés par l'enseignant. Par contre, l'enseignant, parmi ses rôles, il va construire et organiser les objectifs de l'apprentissage. Il va hiérarchiser les exercices par complexité croissante. Et il va aider les apprenants à résoudre les exercices en contournant les difficultés. L'erreur commise par l'apprenant dans ce modèle est considérée comme liée à une absence de renforcement et donc comme un non-apprentissage. Les limites. Dans ce modèle, très fréquemment, les apprenants ne donnent pas du sens aux connaissances. Ils n'ont pas une vision globale des connaissances à acquérir. Il s'agit là d'un problème d'intégration des différents objectifs intermédiaires. Les apports. Le behaviorisme apporte une approche intéressante pour explorer les conditions automatiques ou pour étudier des individus privés de langage, comme les nourrissons. Théorie d'apprentissage, approche constructiviste avec Piaget comme représentant de ce courant. Le modèle constructiviste, c'est l'apprentissage dans l'interaction entre un sujet et son environnement. Sujet, objet. Le modèle constructiviste étudie le mode de construction des connaissances chez l'individu dans le but de rendre compte du mode de construction de la connaissance scientifique. Selon la théorie de Piaget, le sujet apprend en s'adaptant à un milieu. C'est en agissant sur le monde qu'il apprend. Pour Piaget, l'enfant est un individu ayant son propre rythme d'évolution. Pour lui, l'apprentissage se fait par l'action. Le modèle précise également le terme de développement et d'adaptation. Donc, le développement se caractérise par le passage d'une structure à une autre, par le processus de l'équilibration. L'adaptation est la recherche d'un équilibre entre le sujet et le milieu. L'adaptation se fait par assimilation et accommodation. La répartition des rôles. L'activité de l'apprenant consiste à construire ces structures à partir de l'activité déployée sur l'environnement. Son rôle se focalise sur l'enrichissement des situations
à soumettre à l'activité du sujet. Les limites. Ce modèle ne précise pas le rôle pour le langage et pour l'affectif. Pas de prise en compte des aspects sociaux de l'apprentissage, rôle de l'enseignant, rôle des pairs. Les apports. Ce modèle apporte le rapport de l'individu à l'environnement et une topographie des apprentissages possibles en fonction des stades. Approche socio-constructiviste représentée par Vygotsky et Brunner. Le modèle socio-constructiviste se base sur la théorie de Vygotsky, qui souligne l'importance des agents culturels ainsi que le rôle des interactions dans et pour l'environnement social humain. La zone proximale de développement, qui est la notion principale de la théorie de Vygotsky, représente l'écart existant entre, d'une part, le niveau réel de l'enfant, ce qu'il est capable de produire seul, et d'autre part, son niveau potentiel, ce qu'il est capable de réaliser avec l'aide d'un adulte. Répartition des rôles. Le rôle de l'apprenant est de résoudre le problème contenu dans la leçon à apprendre. Dans le contexte de ce modèle, le savoir est construit par l'apprenant. Par contre, l'enseignant a pour rôle de préparer et organiser un milieu propice pour l'apprentissage et assurer les meilleures conditions à l'apprenant pour accomplir sa tâche. Pour cela, il doit faire le choix de situation, l'organisation du travail en groupe, etc. Et quelle est la place de l'erreur dans cette approche? Tout d'abord, on ne cherche pas à l'éviter. Le modèle la considère plutôt comme l'expression d'une forme de connaissance. Les apports. Ce modèle octroie à l'erreur un véritable statut de l'erreur. Pour les socioconstructivistes, l'erreur significative, indicatrice de l'état des connaissances de celui qui a fait l'erreur. Parmi les points forts de cette approche, c'est la prise en compte des conceptions, c'est-à-dire représentation des apprenants. Enfin, ce modèle prône la prise en charge du problème, ce qui permet de donner du sens aux connaissances.